ça, absolument. Mais ce que lui apporte en plus, c'est qu'on n'a pas dans les plagiats d'Edison de la même époque ou autre, c'est un sens de la narration. Il a des histoires à raconter. Au-delà des effets spéciaux, il a aussi inventé le documentaire politique. Il fait des séries, je veux dire, documentaires sur l'affaire Dreyfus. Il a inventé, donc je pense que, effectivement, et je vais l'évoquer au début, on est complètement d'accord, c'est que le jeu d'échelle pour le jeu d'échelle, on va y venir en une minute, effectivement, que ce soit dans le genre, en littérature ou au cinéma, on n'est pas que sur de l'effet. Et là où je reviens à Méliès et à la 3D, c'est la leçon de Scorsese. Moi qui me suis retenu pendant plus d'1 an à voir Hugo Cabret pour pouvoir le voir en 3D, il réussit à réintroduire la 3D mais telle que c'est, c'est-à-dire dans la... Moi, le plan où il refait, en fait, où il reconstitue le tournage de Méliès en servant de la 3D pour nous mettre l'aquarium au premier plan, pour qu'on voit ces formes qui tombent et récupérer justement une forme de... vraiment de magie, et c'est là qu'il est dedans, je trouve ça extraordinaire. Effectivement, quand il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fond, les effets n'ont jamais fait des bons films. Parce que je trouve aussi qu'il y a une chose qui est assez amusante avec les effets numériques, on y reviendra tout à l'heure, c'est le fait qu'ils soient développés de manière invisible. Pendant un bon moment, la plupart des effets numériques dans un film, on ne les voit absolument plus. C'est très très rare d'avoir un film où on utilise encore des lances d'incendie pour faire pleuvoir. La plupart du temps, maintenant, c'est devenu moins cher d'introduire de la pluie en numérique, puis ça évite les problèmes de santé des acteurs. Mais je vais quand même revenir à une chose sur effectivement le fait que les effets peuvent faire des genres. C'est qu'on a toute, et je vous donne la parole, on a toute une veine de films qui se développe à partir de Them. On a toute la carrière justement de Brett I. Gordon, de Mr. Big, avec ses effets de rétroprojection d'animaux. On a tout un genre qui s'est développé uniquement sur un effet de jeu d'échelle. Après, hop, je vous laisse la parole. Oui, de peut-être donner un exemple intéressant d'évolution. Effectivement, tu fais référence au film de science-fiction des années 50. Bon, dont on pourrait parler longuement pour d'autres aspects idéologiques notamment, effectivement toute une génération de films qui, à partir du péril atomique en particulier, va multiplier les créatures gigantesques, ou les humains gigantesques d'ailleurs, comme la femme de 50 pieds, par exemple, ou d'autres. On voit une femme gigantesque, ou Colossus, etc. Bon, voilà. Alors, je voulais juste donner un exemple intéressant, là aussi, de changement de stratégie, mais au service quand même d'une idée. Dans le film qui s'appelle Les monstres attaquent la ville, c'est un film de 1954, je crois, de Gordon Douglas, ça s'appelle Them. Them, c'est eux, littéralement, c'est une petite fille qui est sous l'impact émotionnel de la rencontre avec ces créatures, des fourmis gigantesques, qui dit Them, c'est eux, voilà. Et donc, en fait, là, on sait que le spectateur va avoir un trucage visible, c'est-à-dire ce sont des fourmis géantes, ce sont en fait des fourmis mécaniques de 3 mètres de long, avec des opérateurs à l'intérieur, etc. Et bon, en général, elles sont filmées, on voit bien que leur démarche est assez, comment dire, mécanique, voilà, mécanique à tous les sens du terme. Et donc on joue le jeu en quelque sorte de croire à une fiction qui est effectivement totalement invraisemblable. On ne peut pas imaginer de ces fourmis-là. Voilà. En 1900, je crois que c'est fin des années 70, il y a un film qui est réalisé c'est son seul film d'ailleurs, par Saul Bass, vous connaissez pour les effets spéciaux 2001 de Odyssée de l'espace, ça s'appelle Phase 4. Et c'est également une histoire de fourmis, mais c'est pas forcément les fourmis qui sont mutantes en termes de taille, mais en termes d'intelligence. Et donc l'astuce de Saul Bass, c'est d'une part d'avoir filmé les fourmis en tant que telles, c'est-à-dire par microphotographie, donc on voit les fourmis dans leur élément naturel, en quelque sorte, dans les termitières, etc., dans les fourmilières, pardon, d'un côté, et d'un autre côté, les êtres humains, les scientifiques qui comment dire, étudient, examinent les fourmis dans une sorte d'ailleurs de lieu clos et qui va être littéralement investi par les fourmis, assiégé par les fourmis, sont filmés comme des personnes réelles, etc. On n'est pas encore à l'époque numérique. Mais par contre, l'astuce, c'est d'avoir montré des jeux d'échelle dès le début du film par un plan extraordinaire d'une fourmi sur un fond de lune énorme. Et plus tard, on voit aussi une fourmi qui s'approche du visage d'une femme endormie, qui vient littéralement se poser sur l'extrémité de la paupière et qui littéralement regarde la femme dans l'œil. Et donc, à ce moment-là, on perçoit les jeux d'échelle, mais de manière extrêmement, comment dire, à la fois très visible, mais en même temps sans trucage. Alors que les deux mondes sont totalement séparés et les techniques sont extrêmement différentes. Voilà, donc ça, il me semble, c'est un exemple intéressant d'évolution dans les représentations, mais avec un propos
un propos très clair. Dans le premier cas, c'est évidemment le péril atomique, etc. Dans le second cas, le cas de phase 4, c'est comment les humains pourraient être éventuellement contaminés par une intelligence non humaine. Et le film, sans faire de spoiler, il y a une relation particulière qui s'établit à la fin du film entre l'humain et la fourmi. Voilà. Moi, pour en revenir au processus d'échelle, il y a un processus qui est quand même très présent depuis le départ, aussi bien dans les films de Corporation SAC, même chez Méliès, tout ça, c'est le phénomène de maquette. C'est vrai que même au niveau des outils pour la fabrication des films, on a depuis le début, même depuis Bénur, tout ça, et depuis les films des années 20, avec par exemple Metropolis, Eugène Schuftan, qui était le chef opérateur de Metropolis, a créé un matériel qui s'appelle l'effet Schuftan, qui est un genre de système où on gratte un miroir dans lequel, à travers ce petit grattage, on peut filmer par exemple des acteurs qui sont mis dans le studio au loin, et devant, on va mettre une maquette devant ce miroir, qui est forcément une échelle plus petite, et comme ça on va pouvoir intégrer les personnages dans ce décor en raccordant le petit bout de décor qu'il y a avec les acteurs à la maquette. Et donc c'est un processus qu'on a utilisé énormément, soit à travers ce système de miroirs, de jeu avec des miroirs, soit après, grâce à John Cooper O'Brien, qui a fait tous les effets spéciaux de King Kong par exemple, et de son élève qui est donc Ray Harryhausen, qui vont jouer avec ces transparences. On filme quelque chose et on vient réincruster des acteurs devant. On filme des fois, alors là c'est plus pour les films de Irving Allen, on va aller filmer des lézards ou des petits crocodiles déguisés en dinosaures, et puis on va réincruster des acteurs devant. Enfin, il y a tout un jeu comme ça d'échelle entre les marionnettes, les décors qui sont faits en maquette et le jeu des acteurs, soit sur fond, pas encore à l'époque sur fond bleu, qui a permis ce jeu d'échelle, de changement d'échelle. Donc, même à l'intérieur de la fabrication du cinéma filmique, il y a aussi ce jeu à travers les échelles pour des histoires de coûts. C'est vrai qu'à certains moments, c'était pas possible de construire certains décors, Et certainement même pas que dans les films de science-fiction, puisque même dans Bénur, dans comment ça s'appelle, les 10 commandements, etc., ça a été usé et abusé, Voilà. Juste pour rajouter un détail, avant de donner la parole à Laurent, je pense qu'il faut aussi évoquer l'effet Schuftan évidemment, mais aussi, d'ailleurs c'est combiné parfois, et on trouve ça aussi dans de nombreux films, pas seulement science-fiction, le matte painting, c'est-à-dire des peintures sur verre qui permettent de prolonger considérablement le décor. Une des plus célèbres, c'est quand même la fin de La planète des singes, avec ce matte painting de la Statue de la Liberté ensablée. Ouais. Donc cette technique du matte painting est une technique quand même pour un spectateur pas forcément averti, parfaitement invisible. C'est déjà une technique invisible. Évidemment, on s'aperçoit quand on fait attention, par exemple quand on regarde les oiseaux de Hitchcock, qui est aussi construit beaucoup sur des matte painting, on a l'impression de paysages réels, mais enfin la plupart des paysages qui sont sur une base réelle sont transformés par des peintures sur verre. Et donc en fait on s'aperçoit que dans le même cadre, dans le même plan, il peut y avoir jusqu'à 5 ou 6 niveaux différents d'incrustation d'images. Mais effectivement, pour le spectateur, encore une fois, ça n'est pas forcément visible. Donc on a déjà cet effet d'invisibilité bien avant le verre du numérique. Mais évidemment, dans le cas du numérique, ça devient proprement invisible. Ça me fait juste penser à un effet spécial dans Alien, vraiment artisanal, où quand ils découvrent l'espèce de gros vaisseau, je ne sais plus comment il s'appelle, au tout début du film, où ils sont en costume de cosmonautes, et en fait c'est un jeu d'échelle, ce sont les enfants de Ridley Scott qui sont les cosmonautes, parce que la maquette n'était pas assez grande. Ouais. Ça avait été déjà fait ça dans La Nuit du Chasseur, où à un moment on voit se découper le chasseur et tout ça, et comme comment s'appelle, Robert Mitchum était trop grand, ils ont pris un poney et ils ont mis un nain dessus pour que la silhouette puisse se découper au loin. C'est ce qu'ils font dans Le Seigneur des Anneaux très souvent. Dans le premier, en tout cas dans la communauté d'anneaux, on a une espèce de catalogue, mais presque une rétrospective historique des techniques. C'est-à-dire qu'on a
Oui, mais alors là, dans le premier Seigneur des Anneaux, je pense que les effets spéciaux sont pas invisibles. Hein. On les voit quand même, on voit les